Messieurs, dames, bonjour. Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs. Bonjour, bonjour. Mesdames et messieurs, voilà, je pense que nous sommes mardi. Nous sommes le 13 septembre. Voilà, je vais essayer de faire une petite vidéo. Je vais essayer de parler de la justice au Congo-Brazzaville. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui au Congo-Brazzaville, je vais essayer de parler de cette justice qui est au Congo-Brazzaville que j'ai intitulée La justice au Congo, deux poids, deux mesures. Je dis bien la justice au Congo, deux poids, deux mesures. Mais avant de parler de la justice au Congo, j'aimerais quand même dire tout simplement que je ne parle au nom de personne. Je ne représente personne, pas même la SAP citoyenne que je voulais engager dans le combat social ou dans le combat politique. Tout ça, c'est derrière moi. Je parle en tant que citoyen, citoyen lambda. En tant que citoyen, je jette mon regard sur cette société dans laquelle je vis, ici à Paris. Je regarde ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. En tant que citoyen, je regarde aussi la société d'où je viens, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville. Je regarde l'actualité comme tout le monde. Et en tant que citoyen, à un moment donné, je dois aussi apporter ma réflexion par rapport à tout ce qui se passe. C'est cette réflexion-là qui est la mienne, qui n'a rien à voir avec un combat politique. Je n'appartiens à aucun parti politique, je ne roule pour personne. Je parle en mon nom, en tant qu'Annick Bertin, général Ferenc, ministre de la SAP, un blogueur. Alors, mesdames et messieurs, la justice au Congo. Le Congo vient de fêter 62 ans d'indépendance, mesdames et messieurs, depuis le 15 août 2022. Nous sommes indépendants depuis le 15 août 1960. Donc le Congo vient de fêter 62 ans d'indépendance. Il y a à peine un mois. Et qu'est-ce qu'on regarde dans cette indépendance depuis 62 ans que nous sommes indépendants? On constate que depuis un certain temps, il n'y a plus d'état de droit au Congo-Brazzaville. Il n'y a plus d'état de droit. Depuis peut-être des années 97, soyons francs, il n'y a plus d'état de droit. Depuis le retour du président de la République aux manettes, il n'y a plus d'état de droit. Chacun interprète la loi à sa manière, à sa guise. Il n'y a plus d'état de droit. Il y a maintenant des sous-Congolais et des vrais Congolais. C'est pourquoi je dis il y a maintenant deux justices, deux poids, deux mesures. Une justice pour les Congolais, les sous-Congolais comme moi, comme vous, comme eux, comme les autres. Et puis il y a les vrais Congolais, ceux-là qui ne sont ni inquiétés, ni rattrapés par la justice parce qu'ils font partie du système. Parce que maintenant, la justice au Congo, j'ai dit deux poids, deux mesures, la parentocratie. Si vous êtes parent avec le ministre de la Justice, si vous êtes parent avec le ministre de la Défense, rien ne vous arrivera. La justice ne vous inquiétera pas et ne vous rattrapera pas, quel que soit le délit que vous allez faire. Et à côté des gens ordinaires, des sous-Congolais qu'on traite comme des sous-Congolais, parfois par un manque de bavette. Ce que vous appelez la bavette, c'est ce que nous appelons ici le masque. Par un manque de bavette. La police vous tape, la gendarmerie vous tape, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, mesdames et messieurs, deux poids, deux mesures, oui. Pourquoi?
Je vous donne l'exemple qui se passe au Congo-Brazzaville actuellement. C'est l'actualité. Ce sont les bébés noirs. Les bébés noirs, ils ont connu leur heure de gloire. Ils avaient le droit de faire tout ce qu'ils pouvaient faire sans en être inquiétés. Qui était leur patron? Qui dirigeait les bébés noirs? Qui les utilisait? Personne ne peut dire qu'il ne connaît pas ce phénomène-là. Mais ce phénomène-là, qui a mis ça en place? Qui contrôle les bébés noirs? Qui est leur patron? Qui leur donne des ordres? On a voulu instrumentaliser le chaos au Congo-Brazzaville. La peur. Mais aujourd'hui, la peur est en train de changer de camp. On a voulu traumatiser la population en mettant les bébés noirs. On a voulu installer le chaos, l'insécurité. Mais aujourd'hui, lorsque vous êtes un pompier pyromane, vous êtes rattrapé. Les bébés noirs. Aujourd'hui, ils se rendent compte que il n'y a plus d'argent chez les Congolais lambda. Ces bébés noirs deviennent des braqueurs maintenant. Ils savent maintenant, comme on le dit, qui a ce qu'on appelle, je vais utiliser un mot, le mot qu'ils utilisent eux-mêmes, le pouvoir d'achat. Ce n'est pas le Congolais lambda qui a le pouvoir d'achat. Alors les bébés noirs se sont maintenant mis en route de braquer. Ils savent qu'il y a l'argent. Et ils commencent à braquer les fils de ministres, les ministres, et même les hommes de Dieu qui prétendent être des hommes de Dieu et qu'on retrouve dans leurs églises 900 millions et qui viennent démentir, non, ce n'était pas 900 millions, c'était 150 millions, c'est du foutage de gueule, un homme de Dieu, dit-on. Tous ces hommes de Dieu qui ont une proximité avec le pouvoir, ils sont au service du PCT. Ce sont des serviteurs de PCT, ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Ils servent le PCT. Sous forme d'église, sous forme de pasteur. 900 millions, même si c'est 150 millions dans une église, ça pouvait être dans une banque? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une proximité avec le pouvoir. Tout pasteur qui a la proximité avec le pouvoir est un corrompu. Tout pasteur, tout prêtre catholique qui a une proximité avec le pouvoir est un prêtre avec étiquette PCT. C'est un prêtre, ce prêtre-là. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, voilà que maintenant, un braquage. On va aller braquer, je ne vais pas citer les noms, on va aller braquer une amie à la fille du président de la République. On va aller braquer une amie à la fille du président de la République. Je ne cite pas les noms. Ce braquage tourne mal. Mais ce braquage nous interpelle. Il nous interpelle pourquoi? Parce que la fille du président de la République a eu peur. Elle s'est dit, mais tiens, finalement, on croyait que la police est au service du clan Sassou, du clan Nguesso. Or, la police est au service du patron de la police, M. Ndengue. Donc ça posait un problème. Donc là, la fille du président a flippé. S'est dit, mais ça pouvait être moi. Ce qui revient à dire que nous sommes entourés ici à la présidence des flics qui ne sont que des indicateurs au service
du général Ndengue. Et c'est là où ça pose maintenant de problèmes. C'est là où ça pose un problème parce que ce braquage a mal tourné. Ce braquage a montré maintenant les limites de la police. Vous vous rendez compte, un milicien, ninja, qui a été recruté et qui est devenu tour à tour, peut-être lieutenant, capitaine, sans aucune déontologie. Tout simplement, c'était un ninja qui a été enrôlé et qui va monter de grade. Mais il va monter de grade par rapport à quoi? Par rapport aux sales besognes. C'est-à-dire que, pour avoir de grade, ce capitaine-là, qui est devenu capitaine, ce ninja qui est devenu capitaine, il doit faire le sale boulot. Il doit éliminer aux poules, puisqu'il est sudiste, il est Congo. Donc, il va faire du tort, il va éliminer ses propres frères et ses propres sœurs. C'est à ce prix-là qu'il va monter de galon. La récompense, à chaque fois qu'il fait du tort aux poules, il prend du grade. À chaque fois qu'il fait du tort, il prend du grade. Jusqu'à devenir maintenant un officier supérieur. Sans avoir fait des études. Ce que Réven a dit qu'au Congo-Brazzaville, un type comme moi peut devenir capitaine. Alors que je n'ai même pas le bac. Je n'ai rien, mais à force de côtoyer le système, à force de faire le sale boulot, et je peux monter de grade. Pourvu que j'exécute les ordres et je monte de grade. Voilà où nous en sommes maintenant aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec cette limite-là de la récompense et de la méritocratie, et plutôt de la parentocratie. On prend des cancres, on prend des criminels, on prend des bandits, on met dans la police. Et c'est une brigade de répression que le petit voyou va s'appuyer, effectivement, pour mieux protéger son business. Pour mieux protéger son business, il va aller maintenant en guerre contre les petits minables, les petits malfrats. Mais c'est pour protéger son business à lui. Parce que lui, il va faire des grands braquages. On constate que dans cette police, un sergent gagne 400 000. Et parfois, il n'a pas de BMG. À force d'installer le chaos, aujourd'hui, le président de la République se retrouve en face d'un pays qui est dans le chaos, qui a été causé par une police criminelle, par une police de miliciens qui sont devenus des chefs de guerre, des tueurs qui sont devenus maintenant aujourd'hui des braqueurs au service de la police. Voilà le chaos que voulait mettre le chef de l'État. Le chaos, il est là. Maintenant, les braqueurs ont osé s'attaquer à la meilleure amie de sa fille. Et ça pose un problème. Aujourd'hui, cette justice que je dis, qu'elle est une justice à deux vitesses, deux poids, deux mesures. Elle commence à montrer ses failles. La police qui interpelle des individus qui ne présentent pas ces individus devant le procureur, et la police blanchit ces individus-là sans faire appel au procureur. Mesdames et messieurs, je suis un ancien détenu. La procédure est la même, puisque nous sommes une colonie française. Lorsqu'on commet un délit, on se retrouve au commissariat devant un OPJ, un officier de police judiciaire qui va prendre, qui va faire votre procès verbal, qui va vous écouter.
Et pour l'instant, si vous êtes là, on vous notifie déjà que vous êtes en garde à vue pour 48 heures. Pour l'instant, si vous êtes là pour une affaire d'escroquerie, oui, 48 heures. Si vous êtes là pour une affaire de stup, ça signifie que la garde à vue peut aller à 72 heures. On vous notifie ça au commissariat. Et le commissariat, le PJ, l'officier de police judiciaire, va faire son rapport auprès du procureur de la République, auprès du procureur. Et le procureur, c'est lui qui va jauger, c'est lui qui va décider. S'il faut qu'on vous ramène au tribunal pour être jugé ou pour être mis en détention, ou carrément depuis le commissariat, lorsqu'on va constater les faits, que les faits sont mineurs, on vous relâche depuis le commissariat sous ordre du procureur. Mais lorsque le procureur trouve qu'il y a trop de charges qui vous pèsent, on vous ramène au tribunal 48 heures après ou 72 heures après, et le procureur va désigner un juge d'instruction. Soit, c'est là où ça va se jouer. Si vous avez des garanties de représentation, on vous laisse en liberté provisoire parce que vous avez des garanties de représentation. Qu'est-ce qu'on appelle les garanties de représentation? C'est-à-dire que vous travaillez. Vous n'êtes pas connu des services de police, c'est peut-être la première fois que vous venez de faire un délit. On vous donne une première chance parce que vous êtes travailleur, on ne veut pas vous amener en prison, vous risquez de perdre votre boulot. Donc, on vous laisse. Parce que vous avez des garanties de représentation, effectivement, parce que vous avez une maison, vous avez une femme, vous avez des enfants. C'est ça les garanties de représentation. Ça signifie que chaque fois qu'on aura besoin de vous, lorsqu'on va vous convoquer, on sait où vous trouver. Soit on vous met sous contrôle judiciaire. On vous laisse en liberté, mais sous contrôle judiciaire, vous allez pointer au commissariat une fois tous les mois. Ou carrément, vous avez des garanties de représentation, c'est-à-dire qu'on vous demande une caution. Vous payez une caution. Si cette affaire que vous venez de faire, imaginez, c'était une escroquerie de 300 000 euros, on vous demande de payer par exemple le tiers. Si vous avez 50 000 euros, vous mettez 50 000 euros, la justice prend les 50 000 euros. Le jour où vous ne serez pas au tribunal, la justice va récupérer l'argent sur les 50 000, les frais de justice, et peut-être qu'il faudrait endommager la personne qui a porté plainte. Voilà, donc c'est sur cette caution-là qu'ils vont puiser. Alors, mesdames et messieurs, nous sommes dans une affaire de braquage, dans une affaire d'extorsion de fonds, dans une affaire de violence aggravée, pouvant entraîner l'incapacité de travail de ces dames-là qui peuvent devenir maintenant invalides à vie. Nous avons vu les images. Je n'ai pas envie de les mettre parce que YouTube peut me sanctionner. Tout ce scandale-là, la police vient faire la comédie pour dédouaner celui qui pèse, celui que tout le monde accuse, même pas l'auditionner. C'est-à-dire que la police se substitue maintenant au procureur. Et aujourd'hui, avec le tollé des réseaux sociaux, voilà que maintenant nous repartons vers la vraie procédure. Maintenant, le procureur vient maintenant avec un juge pour mettre maintenant en mandat de dépôt. Vous voyez, mesdames et messieurs, lorsque nous ne sommes pas dans un état de droit, chacun interprète la loi à sa manière. Le procureur, monsieur qui prétend qu'il a un parquet, monsieur mon parquet, c'est maintenant. Alors que la procédure devrait commencer par lui. Deux poids, deux mesures.
Pourquoi deux poids, deux mesures, mesdames et messieurs? On nous a présenté les bébés noirs, c'est trop facile. La justice pour les bébés noirs, elle est là, on nous a montré, mais qui est leur patron? Donc, c'est deux justices, deux poids, deux mesures. La justice pour les faibles, la non-justice pour les plus forts. Mesdames et messieurs, est-ce que c'est de peu? Est-ce que, monsieur mon parquet, le procureur, est-ce qu'il aura le courage d'auditionner le patron de la police, un certain général, que je ne cite pas de nom? Si nous sommes réellement dans un état de droit, le procureur, monsieur mon parquet, doit nommer un juge d'instruction pour auditionner le patron de la police, un certain général. Il a été cité par tout le monde. De la même manière que le nom du capitaine a été cité. Quelqu'un qu'on cite, il y a beaucoup de charges sur lui. On ne l'auditionne pas. Il est toujours là en tant que général. Quelle image vous projetez de la police congolaise? Quelle image, mesdames et messieurs? Quelle image? L'impunité d'un général. Son image est salie, son image est ternie, on parle de lui, que c'est lui le patron, et normalement il démissionne. Jusqu'à ce qu'il prouve son innocence. Puisque pour l'instant, si nous devrons appliquer la loi, il est présumé innocent. Les bébés noirs sont aussi présumés innocents. Ce sont les enquêtes qui vont déterminer si réellement... Mais il doit démissionner puisque son image est écorchée. Non, il est encore là en tant que général, en tant que patron de la police. Mesdames et messieurs, pardon. Est-ce que là, nous sommes dans un état de droit? Est-ce qu'en tant que citoyen, est-ce que j'ai le droit de poser ce regard? Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette réflexion, de me dire, mais tiens, le Congo, mon pays natal, 62 ans d'indépendance, ce n'est pas un état de droit. Chacun fait ce qu'il veut. Et demain, on nous dira par un jeu de passe-passe que les deux officiers qui ont été dénoncés se sont enfuis. C'est le scénario qu'on va nous mettre là, qu'ils se sont enfuis, parce qu'ils en savent trop. Mais ces deux-là, même s'ils réussissent à s'enfuir, on va les aider à s'enfuir. Mais c'est fini pour eux. Ils sont empoisonnés. Mais c'est fini parce qu'ils en savent trop. Ils n'ont pas le droit de parler. C'est fini. C'est fini pour eux. Qu'ils sortent du Congo ou pas, c'est fini. Ils seront empoisonnés. Ils n'ont plus l'envie parce qu'ils n'ont pas le droit de parler. C'est fini. C'est fini. Mesdames et messieurs, un chef d'État, c'est celui qui prend de la mesure. C'est lui qui a installé ce chaos. C'est lui qui a nommé le patron de la police. Et le patron de la police est responsable du chaos qui se fait au niveau du Congo-Brazzaville, puisque c'est lui le patron. C'est lui qui a embauché ces ninjas, ces cobras. C'est lui qui a embauché toute cette merde qui a fait la guerre pour les enrôler dans la police. C'est sa police. C'est pas la police du peuple. Même là, la fille du chef de l'État vient de s'apercevoir que cette police n'est même pas républicaine. Elle n'est pas au service d'Enguesso. Cette police n'est pas au service des Sassou. Cette police est au service
du seul patron, le général Ndingue. C'est sa police. Et ce sont ses hommes. Mesdames et messieurs, dans ce cas, nous ne sommes pas dans un état de droit. Est-ce que j'ai le droit d'avoir cette réflexion ou pas? Est-ce qu'on peut avoir une réflexion? Est-ce qu'on peut toucher du doigt sur un constat sans qu'on puisse dire qu'il n'aime pas le pouvoir? Ah non, il y a l'ingé bisoté. Ah, il y a un zone de BTV. Ah, il y a un gâteau sur le loi. Est-ce qu'on peut avoir le droit, mesdames et messieurs, de pointer du doigt sur un système qui montre ses limites? Il faut reconstruire la police, mesdames et messieurs. Il faut rebâtir une nouvelle police. Il faut repartir dans les fondamentaux. Qu'à l'époque, ce n'était pas n'importe qui rentrait à la police. Même lorsqu'on était un bandit, lorsqu'on était un brigand, avant d'être enrôlé dans la police, on partait d'abord faire une formation à Mokola. On partait d'abord faire une formation à Mokola. Or qu'aujourd'hui, on ne passe même pas par Mokola. Directement, vous êtes guerrier, vous rentrez dans la police. Sans aucune déontologie. On arrive à ça. Mesdames et messieurs, les braqueurs, ne vous inquiétez pas, ils ne vous braqueront pas, ils ne braqueront pas le peuple, puisque le peuple n'a pas l'argent. Ils braqueront leurs enfants, leurs filles. Les braqueurs savent qui détient l'argent et qui n'en a pas. Les braqueurs savent aujourd'hui que la population n'a pas l'argent. Et l'argent, ce sont les hommes politiques, ce sont leurs enfants, ce sont leurs filles, ce sont leurs maîtresses. C'est un clan qui a l'argent, c'est pas tout le Congo. Les braqueurs n'ont pas fini de braquer les hommes, les femmes politiques, leurs enfants, leurs maîtresses. Deux poids, deux mesures, le Congo n'est pas un état de droit. Il y a des sous-congolais qu'on peut traduire en justice et il y a les vrais Congolais qui ne seront jamais ni inquiétés ni rattrapés par la justice, quel que soit le délit. Mesdames et messieurs, je pense que j'ai fini. Voilà, je voulais m'attaquer à ce sujet-là parce que ça, c'est un sujet qui devient récurrent parce que, voilà, trop c'est trop, on vit dans l'insécurité, qui a mis l'insécurité, à force d'apurer la population, à force de mettre le pays dans le chaos, le tribalisme, le vandalisme, les bébés noirs, les empoisonnements, les enlèvements. Voilà, nous arrivons à un chaos que le Congo, depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois que nous nous retrouvons dans cette situation chaotique, mesdames et messieurs. Il y en a qui ont des allumettes. Ils ont les tiges d'allumettes, mais ils n'ont pas la boîte. Et il y en a qui ont la boîte d'allumettes qui n'ont pas les tiges. Mesdames et messieurs, tôt ou tard, si ça continue ainsi, tôt ou tard, si le chef de l'État ne prend pas ce problème à la mesure, il y aura un jour où celui qui a la boîte d'allumettes, qui n'a pas les tiges, fera un duo avec celui qui a les tiges. Ensemble, ils mettront le feu. Puisque nous sommes assis sur une poudrière, je vous ai dit, il y a un qui a une boîte d'allumettes qui n'a pas de tige. De l'autre côté, celui-là, il a les tiges, il n'a pas la boîte d'allumettes. Parce que pour mettre le feu, il faut qu'il ait la tige et la boîte. Si les deux se concordent, ça va péter, grave. Et vous n'allez pas vous dire que on ne savait pas. Il y a trop de chaos. Les étudiants n'ont pas de passeport. Il a fallu
qu'il puisse gréver. Il a fallu qu'il puisse monter au créneau pour obtenir quelque chose. Les étudiants n'ont pas leur bourse au Cuba. Il a fallu la grogne pour qu'enfin qu'on puisse dire, bon, on va peut-être vous payer 3 ou 4 mois. Voilà ce Congo-là. C'est de frustration en frustration. La grogne est en train de monter parce que le petit jeune n'a pas son passeport, il n'a pas sa carte d'identité. Et l'avenir, c'est la jeunesse. Et cette jeunesse ne peut pas aller étudier parce qu'elle n'a pas le passeport. Ce qui est un droit est devenu un refus systématique, un refus politique. Et vous allez vous étonner que ces jeunes vous braquent. Mais c'est vous qui avez le pouvoir d'achat, c'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez installé le chaos financier. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui détournez, c'est vous qui nommez les élus, c'est vous qui nommez les députés, c'est vous qui nommez vos enfants. Et eux, ils sont spectateurs à un moment donné. Monsieur le chef de l'État, ces jeunes, à un moment donné, ils se diront trop, c'est trop. Ils se diront trop, c'est trop. Ils n'ont pas le droit de voyager, ils n'ont pas de passeport, ils n'ont pas de carte d'identité, ils sont diplômés, ils sont même surdiplômés. Mais leur avenir est sombre. Ils n'ont droit à rien. Ils ne peuvent pas réaliser leurs rêves. Ceux qui réalisent leurs rêves, ce sont les fils et les filles d'un clan. Et lorsqu'on parle, lorsqu'on essaie de pointer ces failles, c'est une façon de dire changer, changer de cap, sans être politicien, sans appartenir à un parti. On peut intervenir dans un débat politique en tant que citoyen, c'est ce que je suis en train de faire. Je ne fais pas de la politique, je ne suis pas politicien, je suis un citoyen. J'ai le droit de jeter un regard sur mon pays, ma ville natale, le Congo. Et j'ai le droit de jeter un regard sur cette société que je suis en train de vivre, ici, la France. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne journée. Et si Dieu le veut, demain ou après-demain, je reviendrai pour un autre sujet. D'ici là, portez-vous bien. Merci et à bientôt.